Bonjour à tous, pour continuer dans ce qui est prophétique en ce moment, voir s'il peut y avoir des éléments intéressants pour nous concernant les événements actuels, j'ai envie de vous lire les deux résumés que j'avais fait en décembre 2025 sur Patreon. C'est les deux ouvrages en anglais, donc 1900 ou Le Dernier Président, qui date d'ailleurs de 1896, et Baron Trump's Marvelous Underground Journey de 1893, donc la merveilleuse journée souterraine du Baron Trump. Et je ne sais pas si vous aviez donc été au courant, donc un chercheur anglo-saxon avait retrouvé ces deux vieux ouvrages obscurs de la fin du 19e siècle qui parlaient d'un certain Trump dirigeant d'un pays au bord du chaos, donc allons-y. Donc Ingersoll Lockwood, l'écrivain 1841-1918, était un auteur, avocat et satiriste politique américain, connu pour ses contes pour enfants et ses œuvres dystopiques. Alors, petite parenthèse, mes deux résumés, vous pouvez les trouver dans le lien que j'ai mis en commentaire sous la vidéo. En 1890, il publie Travels and Adventures of Little Baron Trump and His Wonderful Dog, Bulger. Ce roman d'aventure suit le jeune baron Trump, un garçon riche et curieux, vivant au château Trump, et son fidèle chien, Bulger. Guidés par les manuscrits de l'excentrique Don Fum, ils entreprennent des voyages fantastiques vers des mondes souterrains et des terres lointaines, rencontrant des civilisations étranges et des créatures merveilleuses. 3 ans plus tard, en 1893, paraît Baron Trump's Marvelous Underground Journey, une suite directe. Ce récit poursuit les explorations du jeune baron et de Bulger dans un monde au sein d'un monde, où il découvre des peuples singuliers comme les Rattlebrains ou Happy Forgetters, qui s'efforcent d'oublier toutes les connaissances pour atteindre le bonheur, considérant le savoir comme la source de tout malheur. Le narrateur du texte précédent est Baron Trump lui-même. En contraste frappant, Lockwood publie en 1896 1900 or The Last President. De ce roman dystopique dépeint une Amérique au bord du chaos, avec l'élection d'un président populiste qui déclenche des émeutes massives à New York et une agitation politique généralisée, menant le pays vers une crise sans précédent. Les deux œuvres de Baron Trump sont des récits d'aventures fantastiques pour la jeunesse, explorant des mondes imaginaires et des philosophies de vie alternatives à travers le prisme de l'exploration et de la découverte. Elles contrastent fortement avec 1900 or The Last President, qui est une satire politique sombre et prophétique, ancrée dans les préoccupations sociales et politiques de l'époque. Tandis que les aventures du Baron Trump offrent une évasion vers l'imaginaire, The Last President alerte sur les dangers de la démagogie et de la division sociale, montrant deux facettes très différentes du talent narratif de Lockwood, donc celui qui a écrit ces nouvelles. Alors on commence avec le résumé de 1900 ou Le Dernier Président, donc ouvrage de 1896. Le roman dystopique s'ouvre sur la nuit du 3 novembre 1896, lorsque l'élection de Bryan à la présidence des États-Unis déclenche une crise majeure. À New York, la nouvelle paralyse d'abord les habitants des quartiers aisés, tandis que dans l'East Side, des hordes d'anarchistes et de socialistes s'organisent pour piller les riches qu'ils accusent de les avoir opprimés. Alors, petite parenthèse, ça fait un petit peu penser au nouveau maire de New York, qui est vu évidemment par les Américains comme un communiste musulman. Là-bas, socialiste, ça n'existe pas trop, c'est tout de suite communiste. Je continue. Le gouverneur Morton réagit rapidement en mobilisant la milice. Les émeutiers, scandant des slogans comme « Bryan est élu » et « Mort aux riches », affrontent la police épuisée et avancent vers Madison Square. L'arrivée des régiments du 22e, du 7e et du 71e met fin aux violences par une riposte armée brutale, laissant de nombreux morts. Le gouverneur exprime alors une inquiétude profonde pour la République, au-delà du simple sauvetage de la ville. Pendant ce temps, Chicago connaît une folie de joie suite à l'élection de Bryan. La ville est aux mains d'une foule exultante, mais étonnamment non violente, guidée par un esprit maître charismatique. Ce leader, qui a assuré la victoire de Bryan, est acclamé comme un sauveur et un faiseur de rois, promettant de purger le pays des usuriers et de restaurer la justice économique. La foule le vénère, le considérant supérieur à des figures historiques comme Washington ou Lincoln.
Cependant, cette apparente paix est brisée lorsqu'elle se retourne violemment contre 4 soldats désarmés, coupables d'avoir précédemment défendu la ville contre cette même populace. Le meurtre rapide et brutal révèle la haine sous-jacente. L'annonce de l'élection de Brian se propage dans le sud et l'ouest, accueillie comme une nouvelle évangile. Les cloches sonnent la joie et le cri « L'argent est roi » résonne. Cette victoire est perçue comme la fin de l'oppression économique, promettant que le travailleur sera justement rémunéré, que les richesses illégales seront redistribuées et que les riches paieront leur juste part d'impôts. Une harmonie raciale inattendue se manifeste, symbolise la fin de toutes les formes d'asservissement. L'auteur, Ingersoll Lockwood, à travers ce roman, écrit en 1896, explore les craintes contemporaines liées au mouvement populiste et aux tensions économiques. Il dépeint une société au bord de l'implosion, où la colère des masses face aux inégalités peut être manipulée par des figures charismatiques, menant à la violence et à la subversion de l'ordre établi. Le texte met en garde contre les dangers d'une démocratie fragilisée par la lutte des classes et la promesse de solutions radicales, suggérant que la sauvegarde apparente de l'ordre peut masquer une menace plus profonde pour les fondements de la République. L'élection de Brian plonge les centres financiers dans un profond désespoir. Alors, ça pourrait parler de Wall Street, actuellement. Certains réagissant par un humour noir face à leur ruine imminente. Le Congrès se range massivement derrière Brian. La Chambre des représentants est contrôlée par les populistes et les partisans du bimétallisme, tandis que les sénateurs du Sud et des États argentifères soutiennent l'administration. Seule la Cour suprême représente un frein potentiel, mais l'âge avancé de ses membres laisse présager des remplacements favorables, consolidant ainsi le pouvoir présidentiel. Alors, petite parenthèse, c'est intéressant parce que Trump, c'est un petit peu ce qu'il a fait, Il a remplacé petit à petit les différents juges fédéraux et de la Cour suprême par des proches, ou du moins des gens qui étaient proches de son idéologie. Des remplacements favorables. Je continue. L'année 1897 débute sous le signe d'une défiance généralisée envers l'ancien ordre. Des armées de coxilles et des pèlerins de l'argent se forment dans le sud et l'ouest, marchant sur Washington. Ces foules, souvent trompées par l'idée de faire frapper leur argenterie de peu de valeur en dollars Brian à double prix, sont composées de politiciens opportunistes, de chômeurs et de fils de fermiers, tous avides de postes et de butin sous le règne du peuple, ayant contribué à l'élection de Brian contre les élites financières. Le 4 mars 1897, jour de l'investiture, Washington est plongé dans une obscurité anormale et persistante, surnommée « le jour sans aube », un présage inquiétant pour l'avenir de la nation. Malgré cette atmosphère sombre, les dizaines de milliers de partisans de Brian exultent. Le président dévoile un cabinet composé de figures radicales du mouvement argentifère et populiste, dissipant ainsi les craintes d'une modération et confirmant son engagement. Son discours inaugural est audacieux et sans équivoque, promettant une refonte complète de la nation pour le bien du peuple commun, au détriment des riches, et une mission plus noble que l'enrichissement de quelques-uns. L'auteur, Ingersoll Lockwood, met en lumière les dangers du populisme extrême et la manipulation des masses par des promesses économiques irréalistes. Il dépeint une société à la dérive où la colère populaire instrumentalisée menace de détruire les institutions démocratiques et la stabilité de la République, soulignant que cette révolution entre guillemets est perçue comme une menace existentielle pour l'Amérique. Immédiatement après son investiture, le président Brian signe l'ordre exécutif numéro 1, abolissant la réserve d'or et imposant le bimétallisme pour toutes les transactions gouvernementales pour contrer la dépression et les cartels financiers. Intéressant. Alors bimétallisme, c'est-à-dire l'or et l'argent. Cette décision sème une panique indescriptible à Wall Street où les financiers sont saisis de désespoir et de ruine. Brian convoque aussitôt le Congrès en session extraordinaire. Washington est envahi par 50 000 pèlerins de l'argent, partisans venus chercher des postes, désormais sans abri ni nourriture. Brian les déclare notre peuple, ordonnant camp et ravitaillement, affirmant la responsabilité nationale. Le Congrès abroge l'acte de 1873, autorisant la libre frappe de l'argent à un ratio de 16 pour 1,
mesure acclamée au sud, terrifiante au nord. Une taxe sur les revenus est ensuite adoptée, malgré une faible opposition républicaine. L'administration, consciente des blocages sénatoriaux, envisage de limiter les débats et d'accroître sa représentation. Des projets de loi abrogent la fonction publique et remplacent les billets de banque nationaux par des billets d'État, démontrant la détermination de Bryan à démanteler les structures existantes. Les débats sénatoriaux deviennent virulents, les menaces de sécession du Nord moquées par les populistes. L'introduction de lois pour l'admission de nouveaux États et la division du Texas, bien que constitutionnelle, enflamme la nation, ravivant les craintes de guerre civile. Bryan justifie ses actions comme légales, nécessaires pour soulager le peuple des fardeaux passés. La longue session du Congrès proclame la Révolution glorieuse en marche, ayant effacé honte et subjugation des lois, promettant de nouvelles constructions. L'auteur met en garde contre les dangers d'un populisme débridé, dépeignant une révolution radicale qui, sous couvert de volonté populaire, menace de détruire les fondements républicains et de plonger la nation dans le chaos. Le Congrès, refusant les vacances, proclame son dévouement au peuple contre les magnats et les trusts, promettant l'émancipation économique. Le leader de la Chambre dénonce l'exploitation capitaliste et annonce le règne du peuple commun. L'opposition est sidérée. De nouvelles lois sont adoptées, une commission de prêts sans intérêt aux agriculteurs, un département des travaux publics, la criminalisation des trusts avec prison à vie, et un projet d'achat fédéral des chemins de fer et télégraphes avec régulation stricte des tarifs. Le président Bryan, dans un discours, célèbre la prospérité retrouvée grâce au bimétallisme, remerciant le Congrès et réaffirmant son rôle d'ami du peuple commun, s'engageant à défaire l'œuvre des usuriers. Cependant, des rumeurs de dévaluation de l'argent circulent. La faute est attribuée à Wall Street, mais la spéculation effrénée due à l'afflux d'argent métal submerge le pays. Les citoyens investissent leurs économies dans des projets risqués, allant jusqu'à fondre leur objet en argent. La dévaluation s'amorce, provoquant panique et colère. Le peuple, en masse, se tourne vers Washington. Le gouvernement promet des réparations et impose de nouvelles taxes lourdes aux millionnaires, sur les chèques, les sociétés, les biens immobiliers, les yachts, les successions, les voyages, et double des tarifs sur des produits de luxe. Des millions supplémentaires sont alloués aux travaux publics et des prêts PEFR sont distribués aux agriculteurs. Une loi rend illégal le commerce des obligations d'État pour le profit. Malgré ces mesures, la valeur de l'argent continue de chuter, atteignant 43 cents, puis un tiers de la valeur de l'or. Le dollar du peuple devient presque sans valeur, nécessitant des paniers entiers de pièces pour les transactions. Le troc réapparaît et les trésors d'argent sont ignorés des voleurs. L'auteur montre comment un populisme radical visant à éradiquer les inégalités par une intervention étatique massive et une politique monétaire inflationniste conduit à une catastrophe économique transformant la monnaie en fardeau et ruinant la vie des citoyens qu'il prétendait sauver. Le déclin incessant de l'argent discrédite cette monnaie. L'année 1899 trouve la République en crise profonde. Le boom économique est fini, la monnaie dévaluée et le paternalisme étouffent le pays. Les capitaux fuient, le travailleur s'insurge, alimentant socialisme et anarchisme, provoquant des émeutes au nord. Le président, isolé, réalise l'ampleur du sectarisme créé par sa politique, se sentant trahi par les forces qu'il a libérées. Le Sud a considérablement renforcé son pouvoir au Congrès, occupant des postes clés. Il exige d'abord la suppression de l'impôt sur le tabac, puis de manière plus virulente la levée d'une taxe de guerre humiliante ou des pensions pour les anciens soldats confédérés. Ce discours enflamme le Congrès, déclenchant des violences et des accusations de trahison. Le Nord, initialement indigné, voit la menace s'estomper, mais le président, bien que marqué, affiche une nouvelle détermination face à ce fardeau. Le Nord craint d'avoir perdu le pouvoir face à la révolution populiste entre guillemets qui contrôle le Congrès et la Cour suprême. Il s'inquiète du paternalisme, du socialisme croissant et de l'hostilité envers lui, craignant que le fardeau fiscal ne retombe sur les riches pour financer le peuple commun. Face à un Sud uni au Nord-Ouest, le Nord se sent menacé économiquement et politiquement. Il envisage une révolution sans effusion de sang, une séparation du Witenagemot de l'Union, comme un moyen de se purger d'une maladie dangereuse.
L'auteur démontre qu'une politique populiste radicale mène à l'effondrement économique, à l'anarchie sociale et à une dangereuse résurgence des divisions régionales, poussant le pays au bord de la désintégration. L'idée d'une division de l'Empire en 3 républiques fédérées, Est, Sud, Ouest, émerge, chaque État retrouvant sa souveraineté. L'année 1899 voit l'industrie paralysée, mais les esprits s'activent. Le Nord attend l'occasion de se séparer pour former sa propre république, centrée sur New York. Le 56e congrès, encore plus populiste et socialiste, ignore les traditions. Le congrès refuse d'ajourner, les troupes fédérales sont retirées de la capitale pour ne pas entraver le règne du peuple. Une loi est proposée pour étendre les pensions aux soldats confédérés et restituer des taxes aux États du Sud. Cela attire une foule immense à Washington, majoritairement sudiste, contrastant avec des nordistes inquiets. Le vote de la loi est prévu pour le samedi 30. La bataille est féroce. L'administration suspend les règles pour un vote continu malgré l'opposition. La session se poursuit le dimanche. Les chants religieux du Sud se mêlent à John Brown's Body du Nord. À minuit, le leader républicain annonce le retrait de son parti, refusant de voir leurs droits bafoués. Le président apparaît, tentant de s'exprimer, mais le speaker l'interrompt, lui interdisant de parler de la législation en cours. Alors que les cloches sonnent minuit pour le nouvel an et le nouveau siècle, une explosion détruit le dôme du Capitole. Le président est emmené, les républicains quittent le bâtiment défiguré. La loi est adoptée. La République de Washington n'existe plus, sa mort est pacifique. Un œil malveillant contemple le dôme détruit. Donc pour conclure, l'incapacité du président à s'imposer et la destruction du Capitole symbolisent l'effondrement de l'ordre constitutionnel et la fin de l'ancienne République, remplacée par une nouvelle ère de division et de pouvoir autoritaire, célébrée par des forces obscures. Alors, à présent, je vous propose mon résumé de l'autre livre, Baron Trump's Marvelous Underground Journey, toujours d'Ingersoll Lockwood. Donc c'est un roman d'aventure fantastique, second d'une série, qui anticipe les œuvres de L. Frank Baum en mêlant fantasy et science-fiction. L. Frank Baum, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est celui qui a fait Le Magicien d'Oz, il me semble. L'auteur, donc juriste et écrivain, il dépeint un voyage extraordinaire. Le jeune baron Trump et son chien fidèle, Bulger, entreprennent un périple initié par la lecture d'un manuscrit ancien décrivant un monde dans un monde situé au cœur d'une terre creuse. Leur expédition débute en Russie, où après avoir surmonté des obstacles, dont une agression et la découverte du puits des géants, ils parviennent à l'entrée mystérieuse de cet univers souterrain via un entonnoir de polyphène et une autoroute de marbre. À l'intérieur, ils découvrent une succession de civilisations surréalistes. Ils explorent d'abord le royaume des Micamenkis, un peuple où Bulger est anobli par la reine Galaxa pour son intelligence et où le baron Trump résout des conflits. Poursuivant leur chemin, ils atteignent la cité d'argent des Soodopsis, également appelée Homme-Fourmi ou Yeux Trompeurs, une société ingénieuse dotée de technologies comme le premier téléphone du monde et de coutumes étonnantes où le baron Trump s'implique dans la résolution d'un drame. Leur enquête les conduit ensuite au palais de glace des Koltiverksps, un peuple résidant dans un environnement de froid éternel, où le baron Trump interagit avec la royauté et démêle des mystères, en rencontrant même l'homme au sourire gelé. Finalement, après une chevauchée spectaculaire sur un bloc de glace, ils arrivent dans la terre des Rattlebrains, ou joyeux oublieux, avant de retrouver la surface du monde. L'auteur propose une exploration imaginative de mondes cachés où chaque société rencontrée offre des coutumes, des défis et des merveilles uniques. L'intention de Lockwood est de transporter le lecteur dans une aventure pleine de fantaisie et d'émerveillement, soulignant la diversité et l'étrangeté des possibles. Ce roman est une invitation à l'évasion, une quête de découverte de l'inconnu, où l'amitié entre le baron et Bulger, ainsi que leur ingéniosité et leur courage, sont essentiels pour naviguer à travers ces réalités alternatives et souvent capricieuses, offrant une satire implicite des sociétés humaines à travers le prisme du fantastique. Wilhelm Heinrich Sebastian von Trump, surnommé Petit Baron Trump, est présenté comme un personnage historique réel. Sa famille, d'origine huguenote française, de la Trompe, a fui en Hollande, van der Tromp, puis en Poméranie, von Tromp.
Né à la fin du XVIIe siècle, de petite taille, il est le dernier de sa lignée directe. Son château regorge d'objets exotiques, lui valant une réputation de grand voyageur et de figure quasi magique auprès des paysans. Un portrait à Stettin le dépeint avec son chien Bulgaire, soulignant son intelligence et son esprit curieux. L'auteur établit ainsi la légitimité et le caractère légendaire du baron, préparant ses aventures fantastiques. Le récit débute avec Bulgaire, le chien du baron, manifestement malheureux et en mauvaise santé. Son malaise provient de la familiarité des chiens du village et de l'audace des chats domestiques. Le baron, absorbé par la lecture d'un manuscrit du XVe siècle de Don Fume, Un monde dans un monde, qui théorise l'existence d'une terre creuse habitée, ne remarque d'abord pas le désarroi de son compagnon. Bulgaire, par des grognements, puis en tirant sur la robe de chambre du baron et en lui présentant son ancien costume oriental de voyage, exprime clairement son désir de repartir à l'aventure. Le baron comprend que Bulgaire aspire à rompre avec cette vie sédentaire. Ses parents, bien que redoutant son départ, l'encouragent à poursuivre ses explorations pour l'honneur familial et sa renommée, faisant confiance à l'instinct infaillible de Bulgaire pour le guider. Les préparatifs de ce nouveau voyage, vers les portails du Monde dans un monde, de Don Fume, commencent, suscitant l'agitation au château. L'auteur pose les motivations du voyage, le besoin d'aventure de Bulgaire et la quête intellectuelle du baron, soutenue par sa famille. Le baron observe avec enthousiasme les préparatifs de son expédition. Sa mère, empreinte de dignité et de fierté pour son nom, lui prodigue d'ultimes conseils, tandis que toute la maisonnée du château témoigne de son affection. Le voyage débute en février, depuis le château Trump, direction la Russie. Le baron cherche les portails du monde dans un monde, dont l'emplacement, selon les manuscrits du savant Don Fume, se situerait dans l'Oural septentrional. L'unique indice répété est le mystérieux « le peuple te le dira », une énigme qui hante le baron. Pour voyager incognito et éviter les désagréments administratifs, il adopte le costume national russe, sa maîtrise de nombreuses langues lui permettant de se fondre dans la population. Il rejoint un train gouvernemental à Saint-Pétersbourg, accordé par l'empereur, et se dirige vers le nord. Le parcours les mène à travers des paysages gelés, traversant les lacs Ladoga et Onega en traîneau, puis la baie d'Onega, avant d'atteindre Arkhangelsk, un important comptoir commercial sur la mer Blanche. Après quelques jours, le baron se sépare du train gouvernemental, poursuivant son chemin avec Bulgaire et 2 serviteurs impériaux. L'expédition continue le long de la Dvina, puis sur les eaux gelées de la Vytchegda jusqu'à Larensk. Il se dirige ensuite vers l'est, atteignant le village pittoresque d'Ilitch sur l'Ilitch. Là, la neige ayant fondu, ils abandonnent leur traîneau. Les 2 serviteurs, ayant atteint la limite de leur mission, quittent le baron, qui se sent désormais seul en terre étrangère, engage Ivan, un charretier, pour les mener 100 milles plus au nord. Ivan, bien que réticent à dépasser cette distance, est contraint d'accepter après que le baron, usant de son autorité et d'une promesse de double salaire et d'un cadeau pour sa Golubtchika, bien-aimée, le menace subtilement en évoquant son père et la possibilité d'une punition. Malgré l'excellente tenue d'Ivan envers ses chevaux et la robustesse de sa tarantasse, une antipathie grandit entre le charretier et Bulgaire. Le voyage à travers les montagnes est lent et ardu. Le baron, inébranlable dans sa détermination, refuse d'abandonner, se comparant au Trump de sa lignée, aux cigognes et aux fourmis qui bravent les obstacles. Ivan, de plus en plus renfrogné, commence à boire du kvass, devenant insolent. Le baron, pressentant la trahison, prépare ses pistolets. Lors d'une halte, Ivan, ivre, se querelle avec les villageois. Le baron intervient, le réprimandant sévèrement. Ivan, moqueur, le traite de Mazunchnik et évoque le puits des géants, un lieu mystérieux mentionné à plusieurs reprises. Au matin, Ivan, bien que sobre, manifeste une mauvaise humeur persistante. Bulgaire, d'une vigilance constante, alerte le baron par un grognement. Ivan tente alors délibérément de renverser le tarantasse. Le baron l'intercepte, le menaçant de mort s'il persiste. En réponse, Ivan le frappe violemment à la tempe avec son fouet, l'assommant et le projetant au fond du véhicule, avant de se préparer à un second coup fatal. Le baron, accompagné de son fidèle chien Bulgaire, quitte le château Trump en février pour la Russie,
cherchant les portails du monde dans un monde, dans l'Oural septentrional, selon Don Fume. L'indice, donc le peuple te le dira, le guide. Incognito, il voyage. Alors qu'Ivan s'apprête à frapper de nouveau, Bulger lui saute à la gorge. Le baron, reprenant ses esprits, tire sur Ivan au bras, le blessant sans le tuer. Ivan tombe de la tarantasse, entraînant Bulger. Le baron s'évanouit. À son réveil, il découvre Bulger aux rênes, contrôlant les chevaux, ayant maîtrisé Ivan et pris les commandes. Des paysans stupéfaits arrêtent la tarantasse, admirant la prouesse de Bulger. Un paysan mentionne le puits des géants. Le baron, blessé à la tête, est soigné par Juliana, une vieille femme qui évoque aussi ce puits mystérieux. Obsédé par cette référence, liée à la prophétie de Don Fume, le baron, révélant son identité de Wilhelm Heinrich Sebastian von Trump, insiste pour que Juliana le guide. Elle accepte, affirmant être la seule à connaître l'emplacement exact et que l'herbe médicinale provenait de ses abords. Le baron est convaincu d'avoir trouvé les portails du monde dans un monde. Pour masquer ses intentions, il prétend chercher des curiosités et obtient l'aide de 2 paysans pour transporter son équipement. Juliana part en avance. Plus tard, elle est attaquée et battue par des paysans superstitieux, l'accusant de sorcellerie et d'aller au puits des géants avec le baron. Les 2 aides s'enfuient, le laissant seul avec Bulger. Déterminé, le baron observe des bœufs équipés de jougs spéciaux les empêchant de grimper la montagne. Comprenant leur désir d'atteindre l'herbe des hauteurs, il les libère de leurs entraves et les utilise pour transporter son matériel. Il progresse ainsi à travers les carrières des démons, un paysage montagneux chaotique et grandiose, guidé par les bœufs qui connaissent le chemin vers leur pâturage convoité et donc vers le puits des géants. Le baron et Bulger, guidés par les bœufs, traversent les carrières du démon, un paysage montagneux grandiose et silencieux. Après cette éprouvante traversée, ils atteignent le bord du puits des géants, où le baron, épuisé, s'endort. Au matin, les bœufs partis, ils se préparent à descendre les vastes terrasses rocheuses du puits. Le baron, expert en matelotage, utilise un nœud de fou pour abaisser Bulger puis lui-même, de palier en palier dans l'obscurité croissante. Ils atteignent finalement l'entrée d'un gouffre de 50 pieds de large, où le baron identifie une corniche à 75 pieds de profondeur. Après avoir descendu Bulger, il le rejoint. Poursuivant leur descente, le monde extérieur se réduit à un point lumineux lointain. Le baron constate que les parois s'inclinent, formant l'entonnoir de Polyphème, une structure mentionnée par Don Fume. Alors je vous propose d'arrêter là, on est à peu près à la moitié de mon résumé. Moi, ça me rappelle plusieurs choses, tout ça. Ça me rappelle les entrées de l'Agartha et de Shambhala qui sont décrites dans plusieurs ouvrages. Il y a plusieurs lieux dans le monde, notamment dans l'actuelle Inde, au Tibet, une en Afrique aussi, et si je me souviens bien, aussi une entrée vers l'Oural. Donc naturellement, ça ce sont des légendes et des mythes, mais ça a été souvent décrit dans les histoires populaires. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt.